c'est Émile Lama. Je suis développeur de profession et j'ai Editech depuis 2018 qui évolue dans tout ce qui est service en informatique, dans le numérique et le digital. Alors, je suis là, en gros, comme je le disais au début, c'est pour apprendre, connaître d'autres personnes, apprendre sur d'autres horizons et voir comment je pourrais faire une certaine expansion de mes activités, que ce soit ici en Guinée ou à l'international. En tout cas, le but, c'est grandir, que ce soit financièrement ou de façon intellectuelle ou quoi que ce soit. Je tiens vraiment à quitter cette rencontre avec pas mal de choses en tête, apprendre de nouveau. Et en gros, c'est ça. Super. Super. Merci d'être là. Merci. Bintou, Nantou, ça va? Tu vas bien? Allô? La Bintou, moi ou Bintou? C'est bien toi, si tu peux te présenter s'il te plaît, parler de ton parcours et tes attentes vis-à-vis de ce webinaire. Merci d'être là. Je t'en prie. Alors déjà, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Nabintou, j'ai 20 ans, je suis étudiante en école de commerce, en 3e année actuellement. Et je participe à cette réunion pour savoir un peu plus sur l'entrepreneuriat, car je travaille sur un projet avec l'école. Merci. Super. Bienvenue. Merci. Alors, je vais juste faire un test rapidement là. Ici. OK. OK, donc on voit les slides, j'imagine. C'est bon. Parfait. Ok, donc Ibrahima, tu nous donneras le kickstart quand tu veux que je commence et puis je m'y mets. Ok, on patiente 5 minutes. Dans 5 minutes, on va... D'accord, moi je vais te faire une doléance si on peut aller à 15 s'il te plaît parce qu'on est vendredi ici. Les gens, c'est quand ils quittent le boulot, ils viennent en ligne, sinon on risque de laisser... Parce qu'on a nos partenaires institutionnels aussi qui vont se connecter en fait. Ok, pas de problème. Badel, c'est... Ceux qui rentrent dans le meet-up, ils peuvent se présenter déjà, nous faire part de leur attente et voilà, ça va nous permettre au moins de confirmer ce qu'on a reçu sur les formes. Ça me va. C'est bon? Oui. Jacob, ça te va? Oui, c'est bon, oui. Ok. Moi, j'ai un hard stop, Ibrahima, à 12h30 heure US, c'est-à-dire dans 1h24 minutes. Oui, il n'y a pas de souci. Parce que, en fait, tu auras suffisamment de temps pour pouvoir dérouler tes slides. Parce que nous, on va juste introduire après, tu as la main. Et okay. Fournir le maximum d'informations pour qu'on puisse mieux les présenter le projet et les autres partenaires institutionnels aussi qui viennent, qu'on puisse les vendre le projet et après voir comment on peut les enrouler et comme vous l'avez si bien dit, lancer le projet en fait. Super. Bah, peut-être ce qu'on peut faire pour pas gâcher le temps, peut-être je peux poser quelques questions, ça m'intéresse. Émile, par exemple, dans ta présentation, du coup, tu es déjà à l'international avec les services de software development? Oui, j'ai commencé actuellement, par exemple, je suis en train de développer avec mon équipe et l'entreprise, bien entendu, une solution éducative pour 3 universités au Kenya. Super. Donc, l'expansion est en cours. Excellent, excellent. Et donc, tu fais du coding, quoi. En gros, tu codes les softwares. Ouais, je code le software. Ouais. Super. On va parler de ça dans les slides là. Je pense qu'il y a des belles opportunités. Expansion sur ce domaine. C'est bien. Tu peux me répondre. Il y a eu un comment, ça. Aussi pour les comments, Jacob. Ok, là. On a CEMIG Immobilier. En fait, je participe au nom de GSPM, pas au nom de CEMIG. Je suis consultant pour CEMIG. Ok, bienvenue au call. Donc, en effet, on va parler d'IoT. Donc, tout est lié, les écosystèmes, les startups, l'immobilier, tout fonctionne ensemble et je vais vous montrer des exemples à Boston et à la Silicon Valley, etc.
et je suis là pour vous aider, donc n'hésitez pas. Question, Ibrahima m'a mis ici pour essayer de délivrer un maximum de valeur, alors n'hésitez pas, utilisez mon temps autant que possible. Okay. Ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas de vous présenter. Les micros sont ouverts, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Cabinet Condé, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, ce que vous faites, votre activité? Cabinet Condé. Ah, son micro est fermé. Bonjour. Bonjour, monsieur Gassama. Bonjour. Monsieur Gassama, c'est vous? Je suis un consultant formateur en recouvrement de créances. Et en même temps, consultant en management des clients. Bonjour tout le monde. C'est Kabili. Consultant de Gastel Group. Gastel Group s'active dans plusieurs domaines, en immobilier, dans la gestion des actifs. Et aujourd'hui, je participe pour la première fois à votre panel. Et vraiment, je vous remercie de votre attention pour cette participation. Super, bienvenue, merci. Super. On va démarrer dans 5 minutes, 6 minutes. On attend les autres participants. Et donc, Cabinet Condé, du coup, vous aviez commencé à vous présenter, il me semble. Cabinet Condé. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Condé Cabinet, associé. Nous sommes dans le service aux entreprises c'est dans l'agro-business. Il y a parmi vos invités pour l'invitation. Donc on n'entend pas très bien, monsieur Cabinet Condé, l'internet n'est pas très... Il est dans l'agro-business. En fait, je retiens qu'il est dans l'agro-business. Ils sont là aussi pour, comme on l'a annoncé, pour voir s'ils peuvent bénéficier du networking, un savoir-faire et voilà, et avoir du knowledge. Donc, merci d'être aussi. Ouais. Merci. Oui. On a des banquiers qui commencent à arriver. Il y a M. Youssoufa Aïdara qui est là, je pense qu'il va se présenter. Je ne sais pas si son micro est ouvert. Je pense que lui, c'est depuis le Sénégal. Hein. Voilà. Ah. Bonjour, M. Aïdara. Asana Touba. Youssoufa. Il n'est pas en ligne. Ok. Ton micro est bloqué. Ok. Ben écoute, on va pas. Dans 3 minutes, on démarre. Hein. Je pense que à 15, déjà on est quoi? À 15, on bouge. Hein. Ok. Dans 3 minutes. C'est déjà le prochain qu'on peut encore présenter. Je vais fermer les salutations. On va fermer tous les micros. Mamadou Saniou Baldé. Bonjour, M. Baldé.
Bonjour, Monsieur Kaba. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous reçoit bien. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Kaba. Oui. Excusez-moi, je vais chercher un angle. Oui, voilà. Donc, je disais que je suis Saliou Baldé. Je suis expert en développement du secteur privé et je suis très content d'assister à cette réunion avec vous, à ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Kaba, et je reste à l'écoute. Merci. Merci, super. Je pense que on a des actes. Alistair? Oui. Je pense qu'on peut lancer parce qu'on a des éco-devs, on a des startups, on a des entrepreneurs de secteurs d'activité différents déjà. On a déjà 20 personnes inscrites. Je pense qu'on peut lancer, les autres vont nous prendre encore. Merci, bien arrivé. Bonne arrivée, monsieur Baldé. Je suis vraiment content de vous avoir dans ce webinaire. Super, très bien. Merci Ibrahima. Bonjour à tous. Donc, je vais parler en français. J'ai plus l'habitude de parler anglais ces dernières 10 années. Donc, je vais essayer. Merci de me permettre de m'entraîner de nouveau à parler français. Donc, enchanté d'être là. Tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon. Alistair? Oui. Un instant. Ok. Juste une minute, on va essayer de... Ok. Céline participe à l'appel. Okay. On va essayer de demander aux autres de fermer les micros. Les micros ne sont pas fermés, qu'on essaie déjà de les fermer. Comme ça, là, il n'y aura pas de bruit, vu qu'on doit enregistrer le webinaire. Alors, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent à ce webinaire de présentation du programme Global Entrepreneurship que Trusty co-organise avec Innovo Venture Studio, qui est jusqu'à Boston. L'idée, c'est d'offrir un espace d'échange, de bonnes pratiques, de networking et permettant aux deux écosystèmes de pouvoir communiquer entre eux. Moi, je me présente, je suis Kaba Ibrahima Khalil, directeur associé chez Trusty. Trusty est une structure d'accompagnement en entrepreneuriat innovant. Nous accompagnons et investissons en position minoritaire dans les jeunes startups à fort potentiel de croissance. C'est dans le cadre de ces activités, nous avons décidé d'apporter de l'expertise différente de ce que nous avons ici chez nous pour vraiment aider l'écosystème à mieux se structurer, à mieux apprendre, parce que c'est très important d'apprendre du contact des autres pour que nous puissions avoir un écosystème vraiment digne et qui peut répondre aux attentes du marché. Donc, sans plus tarder, il y a Monsieur Baldé, Mamadou Saliou Baldé, qui devrait faire la modération. Bon, il nous a pris en cours, il est là. Vu qu'on a la contrainte du temps, merci. Il est expert aussi sur tout ce qui est question de développement, mise en place du secteur privé, renforcement de capacité et autres experts, expertise France et aussi qui a travaillé chez Banque Mondiale, à la Banque mondiale. Donc, du coup, on va passer la parole à Alistair pour qu'il puisse nous présenter le projet et dérouler son exposé. Merci beaucoup et j'en profite aussi pour signaler la présence de notre, de Jacob Diatta, grâce à qui on a pu au moins tenir ce webinaire, qui nous a beaucoup aidé, qui continue de nous aider, qui est aussi expert chez Innovo. Merci et bon séminaire à vous tous. Super, merci beaucoup Ibrahima. Bonjour à tous. Donc l'idée c'est aujourd'hui de partager un peu une perspective de ma part, étant aux États-Unis depuis 10 ans, à la Boston, à la Silicon Valley, de répondre à vos questions et d'essayer de m'adapter aussi à vos problématiques. Donc n'hésitez pas à les mettre dans les comments au fur et à mesure qu'on avance dans la présentation. Donc agenda pour aujourd'hui proposé. Donc, on a fait l'introduction de Trusty. Merci encore Ibrahima pour l'invitation. On va parler des potentiels programmes qu'on peut avoir ensemble entre Conakry et Boston. L'idée, c'est de vous présenter un peu qui je suis. Ensuite, on partira dans comment est-ce que le Venture Studio Innovo, on aide les écosystèmes
à se scale up, pour aider les startups à scale up. Je vais vous donner des exemples de success stories, des succès, dont un succès africain à Boston également, pour pouvoir vraiment prendre l'ampleur du potentiel de ce qui est faisable quand on est unis et quand on avance comme on l'a fait avec Jacob et Ibrahima, justement à se connecter, networker pendant des années, créer des opportunités. Donc merci encore à tous. Donc je m'appelle Alistair Schneider, je suis le CEO de Innuvo Venture Studio. On existe depuis 3 ans. J'ai passé à peu près 10 ans, 12 ans de carrière dans le private equity, corporate, dans des boîtes comme Noventa, NDS, Millipore, Sigma, Campus Technology, Fortress Investment Group, qui est une boîte de private equity à New York. Donc, on a fait des turnaround de boîtes, on a fait du sales, marketing, process improvement pour le manufacturing and so on. Et quand je me suis retrouvé à la Silicon Valley, en fait, je me suis dit, il y a un truc incroyable qui se passe. Il y a énormément d'innovation digitale. Je me suis dit, c'est plus le moment d'être dans une grande boîte corporate et qu'il fallait se lancer dans le venture capital et les startups. Donc, du coup, on s'est lancé là-dedans. On s'est rendu compte qu'il y a plein de problèmes, que c'est pas si facile que ça. Et du coup, le Venture Studio, on amène des méthodologies, des solutions qui font que le chemin est plus facile pour arriver là où on veut arriver. Je vais vous montrer des exemples. Donc, merci à tous. On avance ici. Donc, aujourd'hui, dans l'audience, en théorie, d'après la data qu'on a récupérée des subscriptions, des tickets d'enregistrement de l'événement, on a des directeurs, des entrepreneurs, des marketeurs, des consultants, des managers, des responsables de développement économique à la recherche justement de nouvelles idées, d'informations, de réseaux et d'opportunités. Donc, je vais essayer de vous donner ça aujourd'hui. Et encore une fois, vous n'hésitez pas, les questions, c'est censé être un échange. Il y a pas mal de slides. Et donc, du coup, n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est plus fun pour moi aussi, le speaker, quand les gens interagissent. Donc, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, les boîtes qu'on a aidées, à peu près 60 boîtes les 2 dernières années qui ont des valorisations, quand on les agrège tout ensemble, de plusieurs centaines de millions enfin, à peu près 100 millions de dollars, on va dire, à peu près 2, 4, 6, 10 millions de dollars par boîte de valorisation, à peu près. Et donc, du coup, on a aidé des boîtes dans le medtech, digital, biotech, biopharma, les médicaments, le digital, virtual e-commerce, les eco-cities ou les smart cities, green cities, ce qu'on appelle nous les eco-cities et la green planet ici. Tout ce qui est enterprise software, tous les jeux de logiciels qui vont automatiser les entreprises, etc. L'immobilier également. Et en général, les startups qu'on aide nous viennent de sources qualifiées, type MIT, type Y Combinator, Mass Challenge, Station F à Paris, Semia, etc. On a aidé des startups et des écosystèmes aux USA, à Boston, en Europe, en Inde, et on aimerait vraiment pouvoir beaucoup aider et faire des partenariats avec des écosystèmes africains. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, on aide, comme je l'ai expliqué, des écosystèmes, les startups et les investisseurs à se connecter ensemble et à amener de la prospérité pour la communauté et pour tous. L'idée, c'est que le venture capital, c'est plus que juste du business. C'est un besoin sociétal. C'est là pour la communauté, pour aider à créer des jobs, à régler les problèmes et à faire que les gens, finalement, ils vivent de façon heureuse, en famille et qu'ils puissent avoir de l'argent pour se nourrir et nourrir leurs proches et vivre heureux. Voilà. On est un système. Donc, Innuvo Venture Studio, on a mis un système en place. Donc, c'est un système. On a ingénié le système où on a des programmes, où on priorise les programmes, on les configure, soit on opère en groupe, soit on opère en solo. Donc, par exemple, on pourrait imaginer un groupe ensemble où vous venez, par exemple, à Boston. On peut configurer un programme, donner des informations à Boston, du réseau à Boston, aider à grandir vos entreprises depuis Boston, trouver potentiellement des investisseurs, des clients. Donc, on configure tout. Et une fois que tout est configuré, on vous aide à aller jusqu'à un certain point de succès. Et une fois qu'on atteint ces points de succès, c'est toute la partie bleue, on vous connecte avec nos réseaux d'investisseurs qui vont du coup investir dans ces boîtes et aider à aller au next step de l'inflexion, justement pour grandir la boîte. Ça, ici, ce que vous voyez ici, c'est un exemple de ce qu'on a fait avec la ville de Strasbourg et la ville de Boston.
Donc, la ville de Strasbourg avait un programme qui s'appelle Explore. C'était un programme d'internationalisation des entreprises locales qui est bien, mais qui était un peu dormant. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a fait, ils nous ont recruté, Innovo et notre équipe, pour aider à booster tout l'ensemble du programme. Donc, aujourd'hui, Explore, ça fait 3 ans qu'on le fait avec la ville de Boston et on a mobilisé l'ensemble de l'écosystème. Donc, imaginez un écosystème comme Strasbourg, qui est la capitale de l'Europe, où toutes les institutions, toutes les universités, tous les labs, tous les différentes agences de développement économique, les accélérateurs, les entrepreneurs, les investisseurs publics, privés, on les a ramenés tous ensemble pour un seul objectif, augmenter l'économie, régler les problèmes, aider les entrepreneurs. C'est presque une révolution, entre guillemets, positive, où les gens viennent ensemble pour régler des problèmes. Donc, on a introduit chez eux le concept de co-competition. Donc, la co-competition, c'est quoi? C'est, parfois, on se dit, on a un ennemi, on a une compétition. Mais en fait, cette compétition, c'est un collaborateur. Si on arrête de regarder la compétition comme quelque chose de mauvais, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de synergies possibles. Et que quand on vient ensemble, en fait, on est juste plus fort. Et ça, c'est un peu la philosophie que nous, on applique à tout. Aux startups, aux écosystèmes, c'est se regrouper quand on est petit, quand on est des petites PME, des petites entreprises, des petites agences d'économic development. Quand on s'agrège, quand on vient tous ensemble, on a un impact majeur. Et donc, pour le programme Explore de Strasbourg, par exemple, on a la santé et EcoCity, les villes de demain. Donc, je vais parler de ça un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on a organisé ça comme ça pour eux spécifiquement? Pour une autre ville, ça serait différent, ou un autre écosystème, ça serait différent, mais pour eux, c'est comme ça qu'on l'a mis en place. N'hésitez pas s'il y a des questions. Sur ce slide-là, vous voyez Silicon Valley. Donc, j'ai passé 1 an à la Silicon Valley et puis bossé plusieurs années maintenant avec eux. Mais ce qu'il faut savoir, tout le monde connaît la Silicon Valley, j'imagine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Silicon Valley, c'était pas toujours la Silicon Valley. À un moment donné, la Silicon Valley, c'était un jardin de pommiers. Il y avait orchard. Donc, il y avait de l'agriculture de pommes. Et comment est-ce que cette terre d'agriculture est devenue en fait le hub de l'innovation au monde, où il y a tous les venture capitalistes, toutes les dernières technologies qu'on utilise, téléphone, Internet aujourd'hui, Google, le Google qu'on utilise, ça vient de là-bas. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? En fait, tout simplement, à un moment donné, il y a une boîte qui a réussi, qui est allée à la Silicon Valley et qui a lancé la microelectronics. Donc, cette boîte-là s'est lancée, ça a fait un succès incroyable. Et sur ce succès incroyable, s'est greffé tous les autres succès. Il suffit d'un gros succès qu'on market, qu'on communique pour que ça crée une émulsion pour que tout le reste suive, en gros. Si on fait un petit pas encore en arrière sur la Silicon Valley, avant ça, en Californie, il y avait la ruée vers l'or. La ruée vers l'or, c'était la même chose. Il y a eu un gentleman qui a trouvé de l'or là-bas, dans le Sutter Mill, et c'était un montant énorme à l'époque. Il l'a montré dans la presse, il l'a montré à tout le monde, et le monde entier est venu pour chercher de l'or à la Silicon Valley ou en Californie. C'est en fait cette ruée vers l'or qui a popularisé l'ensemble de la Californie. Donc, on peut passer de rien à quelque chose d'exceptionnel avec les bonnes méthodes, les bonnes pratiques, la connaissance, la science qui permet de faire ça. L'Inde, c'est pareil. Donc, l'Inde, je suis toujours fasciné par ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, d'abord, ils ont misé sur tout ce qui était software development, tout. Aujourd'hui, aux US, il y a très peu de départements informatiques où il n'y aura pas des Indiens. Parce que ils sont hyper talentueux, très bien formés, moins cher initialement, maintenant c'est plus le cas, mais initialement moins cher que à recruter des Américains qui potentiellement étaient déjà recrutés. Donc, il y avait un shortage, il y avait un vide dans le recrutement. Et donc, l'Inde, aujourd'hui, Bangalore, avec qui on travaille, ils sont vus comme la Silicon Valley de l'Inde. Et je peux vous dire qu'on travaille avec des startups de là-bas, de Bangalore. C'est incroyable, l'expertise, l'artificial intelligence, le machine learning, les enterprise software, ils sont avancés beaucoup plus que l'Europe, je dirais même.
et parfois même que les États-Unis. Donc, il y a vraiment un gros volume de deal flow qui vient de là-bas. Et il y a beaucoup d'investisseurs, de plus en plus, en fait, qui ont une thèse d'investissement pour investir dans les boîtes en Inde. Donc, encore un exemple, quand on mise au bon endroit, au bout de quelques décennies, et ça passe vite, 10 ans, 20 ans, on se retrouve à être un écosystème leader dans le domaine. Pareil pour l'Ukraine, je ne vais pas m'attarder sur l'Ukraine, mais beaucoup de développeurs informatiques en Ukraine sont hyper talentueux, donc travaillent pour les boîtes ici aux États-Unis où on fait du offshoring, if you will, si vous voulez, où justement on utilise des ressources d'Ukraine pour développer des boîtes. Donc l'avantage pour l'Américain, c'est moins cher, le talent est là. Le talent, souvent, il n'est pas là aux US, donc parce qu'ils sont déjà tous recrutés et tous très bien payés par des grandes boîtes. Donc, quand on est une entreprise early stage, il nous faut du coup accès à ce type de talent. Et donc, du coup, là où ça devient intéressant, c'est que ces développeurs-là, en Ukraine, mais aussi en Inde et dans tous ces clusters dans le monde maintenant qui se développent, où il y a ces talents-là, ça prend pas longtemps pour se dire, tiens, moi, je peux le faire moi-même. Donc, il y a beaucoup de ces développeurs qui ont développé des solutions en Inde ou en Ukraine pour les US et qui se sont rendus compte, OK, je peux le faire moi-même. Donc, du coup, qui montent des startups. Et du coup, maintenant, le Eastern Europe, c'est en train de devenir un vivier de unicorns, de licornes dans les startups. Parce que justement, il y a plein de talents qui peuvent se débrouiller tout seuls. Ils n'ont plus besoin de travailler pour une autre boîte américaine ou autre. Ils peuvent développer des boîtes eux-mêmes. Donc, ça, c'était 3 exemples d'écosystèmes. Et maintenant, l'écosystème de Boston. Donc, Boston, c'est un des meilleurs écosystèmes au monde, sinon le meilleur. Donc, on a à peu près 90 boîtes de venture capital qui managent collectivement à peu près 90 milliards de dollars sous management dans l'immobilier, dans la biotech, dans les software tech and so on. Il y a à peu près 400 exits par année. Donc, exit, c'est les startups qui montent jusqu'à un certain point et vendent la boîte ou vendent à des investisseurs ou vendent à des private equity. Et donc, du coup, l'entrepreneur ou la founding team, en gros, encaisse un gros chèque. On a à peu près 4000 startups. Donc, quand vous venez ici à Boston, vous allez networker avec plein d'entrepreneurs juste comme vous. On a aussi beaucoup de large companies. Donc, on a Google, on a Facebook. Facebook a été créé à Boston. Et alors là, on a quelqu'un qui partage son écran. Alors attendez, on a perdu le partage, désolé. Sorry, il doit même pas le faire en fait. Vas-y. Tu peux pas de souci, ça arrive, on va repartager l'écran, pas de souci. Voilà, ici. Parfait. Vous me dites quand vous voyez l'écran? Vous voyez l'écran, oui? C'est bon, oui. Parfait. Alors, il y a quelqu'un peut-être qu'il faut qu'il se mute, mais sinon, tout va bien. Donc, ça va, vous évitez trop vite. Si vous me laissez... Voilà. Donc, Boston, c'est aussi Moderna, donc les vaccins que beaucoup ont reçus aujourd'hui. Ça vient de Boston. HubSpot, Drift, Drizzly, Ro, c'est toutes des boîtes licornes qui sont parties il y a 10 ans de rien, qui sont arrivées à des boîtes de milliards de dollars de valorisation. On a bien sûr Amazon, Google, Facebook, Android. On a aussi à peu près 60 consulats et ambassades à Boston. Donc Boston, c'est le monde entier. Boston is not a US city. C'est pas une ville américaine. Boston, c'est le monde. Quand on est à Boston, on rencontre des Africains, on rencontre des Anglais, des Européens, des Danois, des Suédois, des Marocains, des Algériens, etc. Quand on est à Boston, c'est le monde entier qui est là, un vrai melting pot comme à la Silicon Valley. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait le succès en fait de ce type d'écosystème. C'est parce qu'on a tellement d'idées qui se mélangent, tellement de backgrounds qui se mélangent, tellement de gens d'endroits différents que du coup, les nouvelles idées sortent de là et quand elles sortent de là, elles peuvent toucher le monde entier. Et non, parce que justement, c'est pas juste des Français qui innovent ensemble et quand ils sortent de la France, personne veut leur solution parce que c'est une solution française. C'est vraiment un groupe d'individus internationaux qui définissent des solutions internationales. Et c'est pour ça que les boîtes, typiquement, elles grandissent beaucoup plus vite que dans n'importe où ailleurs dans le monde. C'est parce que du coup, il y a cette communauté internationale.
Et voilà. Donc, ça, c'est mon petit scoop pour vendre Boston. Donc, j'adore Boston. Boston m'a beaucoup aidé. Ça a aidé à créer Inouvo. Quand on a approché la ville de Boston, tout le monde a dit oui. Donc, les gens bougent vite. Ça dit oui. C'est positif. On regarde les solutions, etc. Donc, Boston is a great ecosystem to be, un bon écosystème pour être connecté. Okay. Si je vais sur le prochain slide. Ici, un exemple justement d'un entrepreneur africain. Donc, j'ai entendu parler de lui juste hier, en fait. Donc, je l'ai rajouté dernière minute. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Tony Oloko, donc le co-founder de Dandy. Donc, il est venu à l'âge de 12 ans, il me semble, quand il était teenager à Boston. Il est venu, il a vendu de la limonade. Il était bon dans la chat, il paraît. Il arrivait bien à convaincre les gens. C'est un joueur de tennis. Et il a trouvé un premier problème. Quand il avait 18 ans, il a levé 500 000 $. Il a vendu sa boîte, qui s'appelait Practice Gigs. Et ensuite, il a commencé une autre boîte qui s'appelle Dandy, pour lequel il a levé 3 millions de $, quand il était encore à l'université. Et maintenant, il a levé à peu près 50 millions de $, et sa boîte a 86 employés. Plutôt formidable. Et il a réussi à grandir la boîte en termes de revenus de 0 à 10 millions en moins de 12 mois. Donc, si vous cherchez un talent prometteur, un entrepreneur à suivre, je recommande Tony Oloko. Il a aussi des TED Talks sur YouTube qui peuvent être regardés. Et il est en train de totalement transformer l'industrie du dentiste, qui a un gros besoin d'ailleurs de changement. Donc, bravo à ce jeune homme et aux investisseurs General Catalyst de Boston qui ont investi dans ce jeune homme. Donc, le monde aujourd'hui, la façon dont on regarde les choses en tant qu'entrepreneur à Boston, on va dire, OK, il faut régler un gros problème. Il faut qu'on s'aligne dans des problématiques. Si on ne règle pas des problèmes, on va aller nulle part. Donc, le monde en ce moment, il est compliqué. Et c'est pour ça qu'on est là aussi d'une certaine façon, parce que voilà, autant il est compliqué, autant il y a des opportunités. Donc, il y a la digitalisation dans beaucoup de pays comme la France, les US, etc. Il y a la digitalisation qui fait que ça détruit des jobs dans une économie qui est basée sur le travail manuel, etc., dans les bureaux, etc. Les logiciels sont en train de éradiquer beaucoup de ces travaux-là dans la longueur, pas du jour au lendemain, mais quand même. De l'autre côté, on a tous entendu parler du climate change, la pollution, les problèmes dans les villes, etc. Donc, ça pose des questions et des nouveaux problèmes de comment est-ce qu'on fait pour réinventer nos villes, pour qu'elles soient attractives aux populations. Beaucoup de jeunes, par exemple, veulent pas habiter dans des villes qui polluent. Donc, ils vont déménager. Le problème, c'est si les gens déménagent, ils payent plus d'impôts. Et s'ils payent plus d'impôts, les villes, elles fonctionnent plus. Une ville est un business aussi. Ensuite, en Europe, surtout aux US, surtout pour ce que je sais, ça se passe peut-être chez vous également, on a des populations vieillissantes, mais en masse. Donc, certains investisseurs aux US, on appelle ça le tsunami de la vieillesse. Comme un tsunami qui arrive, on va se retrouver avec énormément de personnes âgées et malheureusement, avec l'âge, vient les maladies, vient les cancers, vient les crises cardiaques, etc. Et de l'autre côté, il y a des hôpitaux avec des infirmiers, des infirmières, des docteurs, mais il n'y en a pas assez. Et même s'il y en a assez, on va se retrouver avec des docteurs qui sont trop jeunes pour pouvoir être efficaces et bons pour soigner les gens. Donc là, tout d'un coup, ça paraît comme un constat horrible, mais où est-ce qu'il est le côté positif? Si vous êtes un entrepreneur dans le digital, dans la santé, du coup, vous pouvez améliorer les process, faire en sorte qu'on équipe les médecins, par exemple, avec de l'artificial intelligence pour faire des meilleures décisions, etc., sans avoir nécessairement l'expérience. Le capitalisme aussi est cassé d'une certaine façon. Il est trop concentré. Il y a trop de gens il y a très peu de gens qui concentrent la majorité des fortunes. D'ailleurs, les milliardaires donnent leur fortune parce qu'ils ne veulent pas garder la fortune pour éviter qu'il y ait des soucis autres. Mais il faut réparer le capitalisme, la fintech. La fintech, comment est-ce qu'on fait pour redispatcher l'argent pour que ça retombe chez les gens, chez les entrepreneurs, de façon juste, de façon efficace pour pouvoir lancer des business? La diversité. Donc, la diversité, donc dans les pays comme la France ou les US, il y a des populations qui sont délaissées. Mais le problème, quand ça arrive, il y a de la violence, il y a des problèmes.
Et donc, du coup, il faut absolument intégrer tout le monde pour que tout le monde puisse participer. S'il y a des gens qui sont laissés pour compte, du coup, tout le monde a un problème au final. On est tous connectés les uns les autres. L'éducation. L'éducation, on est 7 milliards sur Terre. Si on n'éduque pas les gens, 7 milliards de gens non éduqués, c'est pas une éducation. On fait des bêtises, on dit des bêtises, et du coup, on crée des problèmes pour l'ensemble de la communauté. Et donc, au final, tout ça, toutes ces problématiques-là que nous, les entrepreneurs, vous, les conseillers, les consultants, les développements économiques leaders, c'est ce qu'on aide à régler. On aide à maintenir une paix, la paix sociale, la paix économique par la prospérité. Quand il y a de l'argent, tout le monde est content. Il n'y a pas de guerre quand il y a de l'argent. Donc ça, c'est comme ça que nous, on voit ça. Et donc, un élément important que j'ai rajouté, que je pensais qu'il était bien pour vous spécifiquement. Je ne sais pas si on peut voir cette vidéo, si je la joue et si on entend le son, mais il y a un élément majeur qui est en train de se passer. C'est le digital nomadisme. Donc aujourd'hui, on peut être aux États-Unis, gagner 100 000 $ par an et vivre à Conakry. On n'a plus besoin d'être à Boston. On n'a plus besoin d'être à New York, à Singapour, à Paris, à Marseille où la vie est chère, etc. Donc il y a une énorme tendance qui est en train de se passer où beaucoup de digital marketeurs, digital, et on est tous digital. La plupart du travail qu'on fait, on peut le faire de façon digitale. On se dit, on peut faire des bons revenus avec le digital, mais pourquoi habiter dans une ville où ça coûte cher? Donc c'est là que vous, à Conakry, par exemple, vous êtes bien situé. Il fait beau, il y a la mer, si je me trompe pas. Tout à fait. Très attractif. Donc la clé aussi, c'est de marketer votre territoire, marketer les atouts humains. Oubliez même le côté business. Commencez avec l'humain. Ce qui va faire que le digital marketer, il va venir s'installer chez Trusty en venant du nord de l'Écosse. Ça va être l'aventure, ça va être le soleil, ça va être le réseautage, ça va être les opportunités locales, ça va être l'apprentissage, etc. Et ça va être le coût de la vie par rapport au coût de la vie de là où il est. Donc, c'est assez facile de viser les populations qui vont avoir un maximum de bénéfices pour vous. Donc, je vous recommande de regarder Nomad List. Là, je vais jouer la vidéo. C'est en anglais. Si ça marche pas, Ibrahima ou Jacob, tu me lèves la main et j'arrête la vidéo si on n'entend pas le son. The communication satellite. It will make possible a world in which we can be in instant contact with each other, wherever we may be, where we can contact our friends anywhere on Earth, even if we don't know their actual physical location. It will be possible in that age, perhaps only 50 years from now, for a man to conduct his business from Tahiti or Bali just as well as he could from London. And I think that as we look farther into the future, we're going to find that people will live where it is conducive to live, not where it is conducive to work. That the movement of the work to the individual will be much easier because most of our people are doing knowledge work, not work with physical material. Today's population can work wherever they please without any limitation to do their work. Donc ça c'est une vidéo en fait qui est passée aux États-Unis, en France, partout dans le monde entier, qui en fait promouvoit le côté digital nomade. Et ça devient vraiment une grosse tendance, et aussi de recruter en fait des équipes nomades. Donc beaucoup de startups à Boston, nous inclus. Par exemple, Jacob Diatta, c'est notre Chief Digital Nomad Officer, et il nous aide à distance avec beaucoup de choses qu'on pourrait pas faire sur place. Et du coup, ça commence là. Après, Jacob, par exemple, va voir beaucoup de choses qu'on fait, venture capital and so on. Next thing que vous allez voir, c'est que Jacob, il va commencer une boîte et il va lever 5 millions de dollars ou 10 millions. Donc, c'est ces échanges, en fait, concrets grâce au digital nomadisme. Donc, par exemple, aller chez Trustees, avoir des Suédois
qui viennent chez toi, Ibrahima, pour s'installer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, travailler de là, faire le salaire qu'ils font en Suède, mais avec les coûts qui sont différents chez vous qu'en Suède, tout le monde est gagnant. Et donc ça, c'est la clé. Et en effet, Internet, au débit, c'est pas forcément là partout. Donc, grâce à Starlink de Tesla, de Elon Musk, pardon, et on n'a pas de sponsoring, on se fait pas payer, c'est juste quelque chose qui est inspirant et qu'on voulait vous montrer. Avec ça, on peut avoir Internet au début partout dans le monde pour $90 par mois. Il suffit de commander, on le reçoit par la poste, on l'installe, on le met sur la maison, ça vise le satellite dans le ciel et boum, HD. Donc si on est au milieu du Nevada aux États-Unis, où c'est pas cher, on peut acheter une maison pas chère, il n'y a pas forcément du bon Internet. Alors maintenant, grâce à ça, on peut être même dans un camping-car au milieu du désert, un camping-car n'importe où, et on a haut débit. Donc ça va changer, transformer complètement le monde dans lequel on est. Donc, capitalisme, on a parlé de ça, je vais passer, zapper un peu là-dessus, mais en gros, il faut vraiment voir l'entrepreneuriat, le venture capital, comme quelque chose qui combat les injustices, qui empêche les guerres, qui empêche la terreur, la violence et le fait que les gens sont pas contents. Parce que quand on a de l'argent, on est content. J'ai jamais vu des gens qui ont pas de problème d'argent et qui créent des guerres et qui créent des problèmes. J'ai jamais vu ça. Donc, la clé, c'est ça, c'est le venture capital et le capitalisme, c'est pour la justice sociale également. Donc, c'est de pouvoir permettre, et c'est ça le vrai capitalisme. Beaucoup de gens sont confus. Le vrai capitalisme, c'est le capitalisme, en fait, qui est pour tout le monde, accessible à tous. C'est pas ce qu'on entend à la télé où il y a 1% de la population qui détiennent tout. Ça s'apparente peut-être plus à du communisme même que du capitalisme. Ça, c'est un petit peu clin d'œil, humour ici, mais c'est pour dire, en effet, il faut qu'on reconstruise tout le système financier, investisseur, pour permettre à tout le monde d'y accéder, sinon on va avoir des gros problèmes. Et l'argent, l'économie, ça part de où? De l'innovation. Et c'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. Comment est-ce qu'on innove? Comment est-ce qu'on 10x your business? Comment est-ce qu'on crée des business qui recrutent toute la population? Et c'est grâce à vous, c'est grâce à nous, les entrepreneurs, les visionnaires. C'est ensemble qu'on crée justement ces économies. Donc, capitalisme, c'est everyone gets a chance. Et on est tous connectés. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. On appelle de Boston, Conakry, on est connecté avec Strasbourg, l'Europe, on est connecté avec Bangalore. Et ce qu'on nous, on veut essayer de faire, c'est vraiment créer ces réseaux globaux qui regardent les problèmes globaux et qui règlent les problèmes ensemble. Le problème qu'on a tous, l'humanité, il est tellement énorme, tellement complexe qu'aucun pays seul va réussir à le résoudre. C'est qu'une problématique qu'on va pouvoir résoudre tous ensemble. Ça, c'est la clé. Donc maintenant, on peut prendre une petite pause si vous voulez poser quelques questions. Et sinon, je vais aller on a parlé un peu de la vision écosystème, la vision un peu economic development à la bostonienne. Et si vous voulez, on peut aller tout de suite maintenant. OK, super. Alistair, comment est-ce qu'on monte des business 10x? How do we build a business qui génère des emplois, du revenu, du profit et qui permet à tout le monde justement de faire ce qu'on vient de dire, d'avoir des écosystèmes performants, profitables, attractifs, qui fait que il y a toute l'émulsion qui se passe comme à la Silicon Valley, comme à Bangalore, and so on. Any question, guys and girls? Tout à fait. On va prendre 2 à 3 questions avant de continuer. Parce que moi, je voulais revenir sur un point en ce qui concerne le digital nomadisme. Il y a pas mal de jeunes développeurs, de web designers, de marketeurs, et aujourd'hui, qui ont un problème d'accès au marché. Est-ce que cette extension de marché peut être une opportunité, enfin, en leur donnant accès ou bien les recommandant auprès de certaines structures de la place ou identifier certaines opportunités de là-bas, est-ce que ça ne peut pas permettre de combler ce gap? Qu'est-ce que toi tu en penses? Quelles sont les opportunités pour eux à saisir dans ce milieu? Exactement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est aux États-Unis, en Europe, toutes les early stage startups ont pas de talent. Il y a pas, enfin, quand je dis il y a pas de talent, ils trouvent qu'il y a plus assez de talent. Les universités créent pas assez de talent pour la demande dans les startups et dans les entreprises. Donc, il y a presque aucun choix, en fait, d'aller trouver le talent ailleurs. Et donc, la clé, c'est de se positionner, de se marketer
de créer un business justement et puis un sales channel, un channel qui fait qu'on va chercher les leads, par exemple aux US. Je vous donne un exemple, une startup que je vais pas mentionner le nom par nécessité de confidentialité, mais on a payé à peu près $100 000 pendant 6 mois, voire moins, pour du développement informatique avec des codeurs en Ukraine. Donc, et ça, c'est une boîte en Ukraine, je vais pas mentionner le nom également par voilà, mais qui a à peu près 200 ou 300 développeurs à travers le monde. Donc du coup, énorme business. Et donc je pense qu'en effet, c'est tout simple. Il faut commencer avec vouloir. Yes, on a une opportunité. Clairement, quand on a travaillé avec Ibrahima, quand j'ai identifié le niveau du coût de la vie entre les US et Conakry, j'ai dit, OK, ça va être très dur pour moi de vendre des services à Ibrahima. Par contre, on a tout de suite remarqué, OK, mais peut-être qu'en fait, il y a une opportunité de potentiellement ramener des clients américains ou européens ou autres pour justement aider les entrepreneurs locaux avec des projets. Donc, c'est le problème, solution. Problème, aux US, tout est cher. Solution, il nous manque du talent. OK, super, on a un fit. Et la bonne nouvelle, c'est que plus on travaille comme l'Inde a fait, plus on travaille avec ces écosystèmes plus développés, plus le codeur, à un moment donné, il se dit « Ok, j'ai compris comment ça marche. Maintenant, je vais le faire moi-même maintenant. » Et maintenant qu'il a toutes les connexions, qu'il comprend, qu'il se sent à l'aise, il vient à Boston, il serre la main des investisseurs, il finit comme le jeune entrepreneur que je vous ai montré, à lever 50 millions et avoir une boîte dont tout le monde parle. Alors là, c'est un peu une histoire un peu, on va dire, unique, et voilà. Mais c'est l'esprit, c'est l'état d'esprit. Ça répond ça, Ibrahima? Oui, entièrement. Ben, moi, j'ai une question là. Allez-y. Émile, vous pouvez Oui. Oui, Émile, vas-y. Allez-y. C'est bon, je peux poser? Si vous plaît. Vas-y. Voilà, d'abord, merci bien. Ok, merci bien. Alors moi, tout à l'heure, le dernier point, je voulais chercher à savoir comment créer cet équilibre. C'est vrai que, seulement, l'écosystème n'est pas le même, l'environnement, le pouvoir d'achat n'est pas le même. Alors, comment créer un équilibre entre le marché ici en Afrique et le marché de l'autre côté en Europe ou aux États-Unis, par exemple? Parce que ici, nous sommes considérés comme la bonne main-d'œuvre moins chère, disons comme ça. Comme un peu vous parlez de l'Inde, mais l'Inde qui a réussi à se développer au fur et à mesure. Alors, comment faire pour que nous soyons assez compétitifs avec le marché ou l'écosystème américain? C'est ma première question. Alors, super. Donc là, c'est du marketing 101. Je dirais, c'est all about marketing. Donc, en gros, commencer avec la proposition de valeur, un bon site internet, des vidéos et ressembler à toutes les agences de développement qui coûtent cher. Step 1. Positionnement. Et ensuite, c'est le marketing territorial, c'est de faire venir voir les gens, faire visiter les bureaux et délivrer des succès. Donc, la clé, délivrer le premier ou le deuxième succès. Donc, il faut commencer, malheureusement, c'est think big, start small. Donc, toujours commencer à un certain niveau et du coup, délivrer un gros succès. Une fois qu'il y a un gros succès, exactement comme ça s'est passé à la Silicon Valley, dans la ruée vers l'or, avec la Silicon Valley en soi, en Ukraine, etc. Il y a l'une ou l'autre startup qui ont été développées là-bas, qui ont explosé, qui sont devenues des boîtes de milliards de dollars. Une fois que ça arrive, tout le monde veut bosser avec vous. Et là, maintenant, vous avez le leverage sur le prix. Donc, la clé, c'est d'arriver. C'est pour ça que je dis que c'est important de venir en écosystème, d'être organisé et de se dire, OK, on a un objectif en tant qu'écosystème. Sortir 1, 2 ou 3 gros succès. Mais quand on parle de gros succès, c'est une licorne. Une boîte qui se fait financer 200 millions, 100 millions et qui s'expand dans le monde entier, comme a fait le jeune africain que je vous ai montré il y a quelques minutes, et de dire c'est sorti de chez nous. Quand ça, c'est sorti de chez vous, tous les prix montent. Tous les prix montent parce que maintenant, les gens, ils disent c'est chaud là-bas, it's hot. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs un peu, si je me trompe pas, au Kenya, c'est ce qui se passe au Nigeria. Donc, voilà. Mais il faut des gros succès. Exactement. Vous avez cité tout à l'heure le Kenya, vous avez cité le Nigeria. Ils sont entre autres des écosystèmes anglophones, anglo-saxons,
ce qui veut dire qu'il n'y a pas un grand océan côté mindset avec les États-Unis d'Amérique, l'Amérique en général. Alors que nous, ici en Afrique francophone, c'est difficile. Ce sera très difficile, par exemple, que vous fouillez, que vous faites sortir un gros lot, comme j'essaie de te dire, qui a vraiment réussi à lever plus de 50 millions de dollars. Bon, parce que ça, sinon, à part les hommes d'affaires ou tout ça, mais une start-up qui réussit à lever en Afrique francophone 50 millions de dollars. Alors, moi, quand je parle d'équilibre, l'équilibre n'est pas seulement au niveau du côté marketing, mais l'équilibre, c'est au niveau de la mentalité. En tant qu'expert, comment on peut créer cet équilibre entre cette mentalité anglo-saxonne et cette mentalité francophone, parce que ça nous met beaucoup en retard. C'est vrai que la formation joue, mais tout peut s'apprendre. Mais quel que soit le niveau de compétence, parce que là, il y a certaines personnes qui vivent dans cet écosystème qui ont certaines compétences, mais à cause de la mentalité, à cause de la manière de s'y prendre, à cause de certains carnets d'adresses, à cause de certains accompagnements, n'ont pas accès à une levée de fonds réussie. Absolument. Absolument. Donc, la clé, donc, ce qui s'est passé dans le monde, en fait, c'est ce qui m'a fait quitter mon boulot quand j'étais dans le monde du corporate, quand j'ai vu ce qui se passait à la Silicon Valley. La transformation digitale du monde, c'est une disruption. C'est quelque chose qui a pris tout le monde par surprise. Et la France et les pays francophones aussi, ils suivent un peu derrière les pays anglo-saxons. Parce que les pays anglo-saxons, du coup, c'est parti de là. Du coup, la vague, ça a été les premiers à comprendre ce qui se passe parce qu'il n'y avait pas la barrière de la langue. Mais en effet, nous, ce qu'on fait, par exemple, avec la ville de Strasbourg, on les aide exactement là. On commence avec guys, girls, you need to change the mindset. Parce que si on change pas et on fait rien, on tombe derrière et là, ça va être la misère. Et d'ailleurs, pour un exemple concret à Strasbourg, on commence à avoir beaucoup plus de pauvreté. Et donc, du coup, cette pauvreté, ça s'envenime. Ça devient de pire en pire. Du coup, ça devient une mentalité négative. Maintenant, tout le monde est négatif. Donc, eux, ils ont décidé, OK, on va pas se laisser faire et on va prendre le destin par les cornes. Et justement, on va se disrupter. On va se self-disrupter. Donc, là où je pense qu'il y a une opportunité pour tous les pays francophones, parce que le problème des pays francophones, ils ont la culture un peu française également. Et du coup, cette même culture, elle a été disruptée. Donc, la France a réagi, ils ont fait la French Tech, ça a pris du temps, c'est pas parfait, mais ça avance, ça va quelque part. N'empêche qu'il faut absolument se disrupter, se self-auto-transforme. Ce qui marche, ça ne marche plus aujourd'hui, malheureusement. Et aujourd'hui, on est dans un nouveau état d'esprit. Donc, du coup, je vais couvrir ça dans quelques slides pour vous donner des idées un peu de comment on fait avec la ville de Strasbourg et les entrepreneurs. Même les entrepreneurs, il y a 20 ans, avec l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose. Et donc, je vais partager quelques éléments là-dessus, si vous voulez bien, dans les prochains slides. D'accord. Si vous me permettez. Et c'est la mentalité. Oui. Okay. Bonjour. 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 Dis-moi, j'ai une question. Oui, bonjour. Vous pouvez poser votre question, monsieur. Voilà, CEMA International évolue depuis 2010 dans la formation. Et nous, on veut maintenant digitaliser les formations innovantes. Et est-ce qu'il y a des opportunités, des écosystèmes qui pourraient vraiment aider le cabinet? En tout cas, côté technique, nous sommes là. C'est très bien. Networker, let's make some business happen. Parfait. Donc, Émile, envoyez vos contacts et c'est très bien. Mais alors, du coup, ce que disait Émile, c'est les écosystèmes anglo-saxons versus français, il y a un gap. En effet, pas parler anglais, ça va être un problème dans ce monde global. Vous êtes une organisation de formation. Moi, je vois une opportunité là. Si le gouvernement réalise, ah tiens, faut qu'on ait plus de gens qui parlent anglais, je dis pas que c'est le cas chez vous, mais par exemple, du coup, ça crée une aubaine pour votre institut de formation parce que maintenant, vous faites des formations d'anglais digitalisées en ligne, faciles d'accès, pas trop cher et peut-être des subventions ou autres, ou financées par un sponsor privé international. Vous pourrez imaginer qu'un Google, un SpaceX, SpaceX, Starlink sponsorise la formation en anglais. Ou Google ou autre, ou Microsoft, and so on. Donc, il faut think outside the box.
Mais en effet, il y a des opportunités. Donc, un écosystème doit se transformer. Ça veut dire que les compétences qu'on avait avant, on les a plus aujourd'hui. Donc, quand j'entends institut de formation, moi, ça me fait vibrer parce que je me dis, vous avez un bon marché devant vous si vous regardez les grandes vagues de ce qui est en train de se passer. Et tout un écosystème qui doit se transformer, c'est de la formation. Pour pouvoir faire du volume, il faut du digital. C'est là que Émile et la solution digitale d'éducation rentre en jeu. Il faut faire du volume. Il y a des millions de gens à former pour se réadapter. Donc, si vous voulez, je vais passer à quelques slides maintenant sur le business. Vas-y, startup. Donc, ça, c'est le 10X mentality. C'est ce qu'on donne à toutes nos startups, tous nos entrepreneurs passent par ça. On dit, OK, first, think big. Solve big problems. Si c'est pas un problème, on peut même pas en entendre parler. Donc, expliquez-nous une bonne nouvelle là, c'est que souvent, on est tous un peu, les humains, on est tous là un peu à râler, à trouver des problèmes. Dans le quotidien, je suis sûr qu'aujourd'hui, et pendant cette semaine, tout le monde a un petit peu eu une embûche, un problème, une file d'attente, un bouchon, un problème. Ce problème-là, ça peut être l'entreprise qui ramène des millions de dollars si plusieurs gens ont le même problème. Donc moi, j'adore les pays et les villes où il y a plein de problèmes, parce que plus il y a de problèmes, plus il y a de possibilités de résoudre les problèmes et de créer des business. C'est en France, quand j'étais en France, avant les US, tout le monde, beaucoup de gens râlent, il y a plein de problèmes. Je faisais partie de ces gens-là. Maintenant, je retourne là-bas et je me dis, c'est génial, il y a plein de problèmes. Donc, du coup, on peut les régler. Donc, c'est aussi un mindset de problem solving. Et souvent, ces problèmes sont partagés entre nous, avec le gouvernement, avec les entreprises. Donc, ils donnent des subventions. Parce que vous les aidez, les entrepreneurs, à régler leurs problèmes. Mais ensuite, think big, start small. Donc, start small, c'est on délivre des résultats. Au final, on peut parler, on peut avoir des visions, on peut rêver. Au final, il faut délivrer du concret, du revenu, du profit. Sinon, on est juste en train de parler. Donc ça, c'est aussi une mentalité très bostonienne, East Coast, comparé à la Silicon Valley où ils vont rêver un peu plus vision. Ici, Silicon Valley, c'est près de Wall Street, c'est près de New York. Donc, c'est money, right? Au final, et je sais que KF Invest et Trusty sont beaucoup sur tout ce qui est P&L, bilan, financial valuation. C'est important. Délivrer les résultats, think big, start small et voir tous les problèmes comme des opportunités. Tous les problèmes que vous avez, donc je vais vous faire réfléchir sur les problèmes de Conakry. Et ensuite, on va essayer de trouver des idées. Donc, tous les problèmes, en fait, c'est des opportunités déguisées. Et si on est dans l'esprit négatif, du coup, on va jamais avoir de bonnes idées. Ça, c'est Jay Samit, un ami à nous et best-selling auteur. Je recommande son livre, American Entrepreneur. Ça s'appelle Disrupt You. Et puis, il en a un autre qui s'appelle Future Proof You, d'ailleurs, qui sort en français. Exceptionnelle mentalité qui permet de créer des business et de transformer des sociétés, transformer des entreprises et des villes. Donc, quelles sont les forces? Est-ce qu'on peut faire participer l'audience un peu? Quelles sont les forces, effets et problèmes que vous voyez? Donc, si maintenant vous deviez mentionner, partons directement dans les problèmes, parce que tout ce qui est bien, il y a rien, on peut rien en faire parce que c'est bien, donc il y a pas de souci. Donc, dites-moi un peu quelles sont les grosses problématiques que vous voyez à Conakry qui sont un peu frustrantes et que l'ensemble de l'écosystème en général tombe d'accord. Ça va être, donc, tu as parlé de culture, vous avez parlé de culture, mentalité un peu, voilà, il n'y a pas les ressources, pas la mentalité, ok, quoi d'autre? Il n'y a pas de financement dédié, de vrai financement dédié pour financer tout ce qui est early stage, tout ce qui est amorçage et autres. Ok, super, quoi d'autre? Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur la problématique, comment rendre cet écosystème attractif. Comment des VC ou bien des ventures comme vous peuvent venir sur un écosystème comme le vôtre. Parce que généralement, vous avez des seuils en deçà de 10 millions, 15 millions, vous êtes un peu hésitant dessus à cause du profil des projets. Comment attirer des vrais VC pour mettre au moins, parce qu'on peut pas faire un écosystème sans l'argent. Il faut drainer les masses de fric pour pouvoir au moins pousser les gens à tester jusqu'à trouver des MVP et aller jusqu'à des product market fit, quoi.
Aujourd'hui, comment attirer des structures comme vous pour apporter du financement, des vrais financements? Exactement. Donc, le tout, c'est visibilité. Donc, si vous regardez un peu comme font Business France, par exemple, il y a peut-être Business France d'ailleurs à Conakry. Je ne sais pas s'ils ont un bureau là, mais regardez les agences un peu internationales comme Business France, ils font du bon boulot, où justement, ils ont un truc qui s'appelle Invest in France. Hashtag Invest in France. Donc, step one, il faut faire du marketing territorial des startups. C'est ce que tu fais d'ailleurs, Ibrahima, avec Trusty, puis ce webinar et puis les posts sur social media. Il faut communiquer, il faut montrer ce qui se passe là-bas. Il y a John D. Rockefeller, qui est un des entrepreneurs américains billionnaires, il disait toujours « Do what's good, but then make sure you tell the world you're doing something good ». C'est une chose de travailler dur, c'est une autre chose de dire au monde qu'on travaille dur. Donc, si vous avez en effet des logiciels d'éducation, software education, des training agencies, des agences qui font des formations, sur le call, on a 20 personnes qui sont des entrepreneurs. Tout le monde, vous avez des super solutions. Let the world know. On le dit au monde. C'est un peu comme la FIFA. Pensez, on aime tous un peu le foot, plus ou moins en général. Donc, c'est un peu comme le foot. Il faut faire connaître son équipe. Il faut avoir son maillot. Il faut venir chanter la anthem, la national anthem. Et il faut porter son maillot. Et on est en compétition dans le monde, où c'est voilà l'équipe de Dakar contre l'équipe de Conakry, mais c'est fair play. It's a sport. Et on s'entraide et on trouve toujours des moyens de travailler ensemble. Donc la clé, c'est ça. C'est pour être attractif, il faut dire que vous existez déjà. Et là où je pense que vous avez des forces vues de l'extérieur, hein. Il fait beau, c'est bien situé, il y a une bonne mentalité, il y a des talents, beaucoup de talents. Donc marketez ça, c'est à vous de le marketer. Comme le fait Business in England, Business in Scotland, Business France. Voilà, ça c'est ce que je recommande et je sais que Jacob fait du bon boulot à promouvoir voilà justement le Sénégal, Dakar, etc. Donc partez de là, c'est du marketing. Et de là, il y a des gens qui vont voir ce que vous faites, ils vont venir comme du sales process, c'est comme la vente. Et ensuite, vous qualifiez les investisseurs. Et il y a des investisseurs qui ont une thèse, par exemple, d'investir, qu'on connaît, en Inde. Vous allez trouver des investisseurs qui veulent investir en Conakry. Il faut juste, encore une fois, partir du principe et de l'idée. De dire, OK, on veut les trouver. Comment on les trouve? On s'organise et tous ensemble, on devient visible. Strasbourg, par exemple, ils ont le même problème que vous. Et donc, ils disent, bon, comment on fait pour attirer du venture capital privé à Strasbourg? Ben, eux, ils ont décidé de venir en délégation, en grande fanfare, à Boston. Vous avez peut-être vu les vidéos, Ibrahima, tu peux partager les exemples de vidéos qu'on a fait avec les délégations, où ils viennent à 20, on est dans un bus, on fait le tour de Boston, on rencontre tout le monde, on annonce au monde entier qu'on est là, et donc du coup, tout le monde sait qu'on est venu à Boston. Et du coup, ça crée des opportunités. Il y a des boîtes, des gros groupes qui disent « Ah ouais, ben nous, ça nous intéresse d'aller là-bas, on n'avait jamais vraiment les connexions. » Donc c'est ça, c'est vraiment la délégation avec en grande fanfare, entre guillemets, où on tape dans les tambours, les trompettes, etc., pour qu'on nous voit. Et puis chacun joue son équipe. Donc c'est pas l'idée, c'est pas de ressembler à un autre pays, d'essayer de devenir Strasbourg. Vous êtes vous, on vous aime parce que vous êtes vous, et il faut être unique. Comme les startups, il faut être unique. Il ne faut pas copier. Créer votre uniqueness. Right? Donc 10X Entrepreneurship, on a quelques minutes encore. La première chose aujourd'hui, spécifiquement aujourd'hui, c'est important, et surtout si on est passé par le système éducatif d'une autre époque. Le premier truc, c'est apprendre à désapprendre. Parce que tout ce qu'on nous a appris, c'est bien, mais c'est pas forcément ce qui va nous amener à voir vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Il faut builder des systèmes, on construit des systèmes. Il faut sortir du système qui est existant, qui est cassé. Il marche plus. Donc, il y a beaucoup des façons de penser qui marchent plus. Donc, il faut être curieux. Et quand on est curieux et qu'on cherche des problèmes, donc on a tous entendu parler de l'expression la curiosité est un vilain défaut. On a tous entendu parler de ça. La curiosité est un vilain défaut. Ben, justement, non. La curiosité est une qualité. Soyez curieux. La curiosité, aux US, on dit « the curiosity killed the cat ». La curiosité a tué des chats. On n'est pas des chats, on est des humains. Donc, soyez curieux. Et ceux qui veulent pas qu'on réussisse, finalement,
Eux sont curieux, mais soyez curieux. Challengez la réalité, tout ce qui est autour. Tous les freins psychologiques qui fait qu'on ne veut pas bosser avec les États-Unis, qu'on ne veut pas bosser avec la France, qu'on ne veut pas bosser avec l'Europe, qu'on a peur de ci ou on a peur de ça, souvent c'est mis en place pour nous limiter. Donc la première chose en tant qu'entrepreneur, il faut se libérer de toute contrainte psychologique pour pouvoir aider son territoire, aider sa communauté. Donc là, si j'avance un peu, donc le Startup Exit Recipe, la recette magique, ID to Exit, un problème à résoudre, une bonne équipe pour exécuter. Donc la bonne nouvelle, c'est aujourd'hui avec le digital, on peut trouver des partenaires d'équipe dans le monde entier. Nous, on a une équipe qui est principalement à Boston, en République dominicaine. On a Jacob qui est dans le sud de la France et au Sénégal. On a des gens en Inde. On a quelqu'un en France et on a quelqu'un à Miami, Boston. Complètement digital, une équipe pour exécuter. Il faut des clients qui payent et qui payent un prix profitable. Donc ça, c'est la clé aussi. C'est nous, avec le Venture Studio ou les programmes de commerce qu'on a, ça aide pas seulement à vendre. Ça aide à vendre au bon prix et au prix maximum. Profit. It's not about revenue. C'est le profit qui compte. Tout le monde peut vendre un iPhone ou un Samsung Galaxy qui vaut $1000 aux US à 500 €, en perdant 500 €. Tout le monde peut vendre ça et devenir multimillionnaire avec un gros déficit. Donc la clé, c'est profit, répétability, automatisation. Avec le digital, donc Jacob Diatta, par exemple, avec Digimad, sa boîte, il permet d'automatiser le lead generation. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule boîte qui va survivre, je pense, s'ils n'ont pas automatisé le client lead generation process. Les compétiteurs qui vont utiliser ça vont tout simplement prendre la place de ceux qui vont pas l'utiliser. Donc, l'accélération de l'automatisation, l'investissement, bien sûr, mais l'investissement, on court derrière. Mais au final, l'investissement, il vient tout seul quand on a tout ça. La clé, pourquoi les boîtes se font pas financer, parce qu'ils n'ont pas les points en amont. Donc, le Venture Studio, nous, notre philosophie, c'est on court après le revenu. On court pas, et le profit. On court pas après le funding. Quand on a le revenu, on a le profit, même s'il n'est pas énorme, mais qu'on arrive à prouver, qu'on arrive à le répéter, le financement court après vous. Parce que du financement, il y en a plein. Le financement, le plus gros problème, c'est qu'il est stock-up en haut, énormément d'argent disponible. C'est pour ça que les banques prêtent de l'argent à 0% dans le monde entier, parce qu'ils savent plus quoi faire de l'argent. Donc la clé, c'est revenu, profit. Quand on a ça, on commence à être bien équipé à Boston et dans des écosystèmes dans lesquels on opère pour lever des fonds. Donc venez à Boston avec ça et vous allez trouver ce dont vous avez besoin. Donc là, je vais pas rentrer dans le détail, on vous donnera les slides. Ça vous permet de voir où est-ce que vous êtes en tant que startup. Donc c'est une matrice qui permet, comme le karaté, donc on a la ceinture blanche, jaune, vert, bleu, rouge, rouge, noir et noir, ceinture noire. Et ça donne le niveau un peu de la startup. Donc il faut l'adapter un peu peut-être au local, mais l'idée c'est combien de revenus vous avez. Donc ceinture verte par exemple ici, c'est comme ça que ça se lit, c'est moins d'1 million de dollars de revenus. Alors, les clients, en général, c'est vos premiers clients chauds que vous connaissez. Ils achètent chez vous parce que vous avez un bon produit, mais aussi parce qu'ils vous connaissent. Ça va être le funding, en général, un peu de financement plutôt public que privé, ou un mix des deux. Et l'équipe, oui, on en a une, elle est encore petite, et TRL, Technology Readiness Level, on a un produit qui est approuvé, c'est pour ça qu'on a du revenu, on peut le vendre. Et ainsi de suite. Et on monte là, et en fonction de l'avancée de votre boîte, ça va aussi déterminer les types d'investisseurs. OK? Donc là, je vais pas passer là-dessus, on vous donnera les slides. C'est le labyrinthe, le chemin un peu qu'on utilise à Boston pour trouver les fonds pour nos boîtes. Donc, on commence souvent avec les amis, la famille. Friends and family and fools. Les gens qui sont un petit peu, qui vont oser et qui sont prêts à perdre leur argent un petit peu, voilà. Ensuite, on a le gouvernement, les petits business angels. Ensuite, on passe au gros business angel, family office, small VC, small rounds, corporate, les grandes boîtes, etc. Donc là, la clé, c'est vraiment donc Ibrahima, tu posais la question, comment on fait pour avoir accès et attirer le capital? Déjà, c'est prenez cette page-là et listez tous les investisseurs qui rentrent dans chaque catégorie et contactez-les.
Faites un événement, faites un forum Conakry Investment Forum 2021. 4 mois pour organiser, plein de speakers, et bam, vous connectez avec tout cet écosystème, le regrouper ensemble. Ensuite, là, ce slide-là, on l'utilise en fait avec les entrepreneurs qu'on aide. On dit, quelle boîte êtes-vous? Il y en a 3. Soit vous êtes un zombie company, donc c'est la boîte qui vivote, elle survit parce qu'elle a des subventions, il n'y a pas de business model, il faudrait l'éliminer. Il y a la cockroach, l'entreprise cafard, entre guillemets. Donc, l'entreprise cafard, c'est un mauvais nom pour en fait une bonne boîte. Parce qu'une entreprise cafard, c'est pas très sexy. C'est une boîte qui fait pas beaucoup de profit, qui grandit pas très vite, mais elle fait du profit, elle grandit, juste pas très vite et personne n'en parle. C'est pour ça qu'on l'appelle l'entreprise un peu cafard. Mais du coup, c'est une boîte qui est intéressante plus pour les private equity. Donc, les boîtes private equity versus unicorn, ça va être tout ce qui est venture capital. Donc, eux, ils vont regarder entre 10x, 100x, 200x, plus de retour sur investissement. Ça, c'est la boîte à haute profitabilité qui est comme le jeune dont on a parlé, de la boîte Danti, qui est une boîte qui est grandie de façon fulgurante, de 0 à 10 millions de dollars en 12 mois par un jeune entrepreneur africain. Ça, c'est une licorne. Et c'est pour ça que General Catalyst investisse dans ces startups-là. Ensuite, je vais pas couvrir ça, c'est les différents multiples. Donc ça, c'est important à savoir par contre. Selon là où vous commencez, soit vous commencez déjà dans une industrie où les multiples sont grands ou pas. Exemple, vous lancez une boîte il y a 10 ans, 15 ans dans le e-commerce. Chaud. 40x de multiples, voire 100x, 200x, ça c'est Amazon. Donc on a investi 10 000 $, on peut faire 10 millions. Maintenant, le enterprise software. Donc, ce qui va être chaud maintenant, c'est enterprise software. Donc, aujourd'hui, les boîtes sont en train de se faire digitaliser. Ça, c'est très hot. Donc, les multiples sont hauts. Par contre, vous investissez peut-être dans le medical device pur et dur ou la biotech. Selon le cas, la moyenne n'est pas forcément bonne. Agritech, c'est chaud également. Tout ce qui est smart city, c'est chaud également. Donc, il faut, selon là où on commence, on va avoir un multiple plus élevé. Alors là où il faut faire attention, c'est là où il y a un multiple élevé, tout le monde va. Et comme dans tous les marchés, plus il y a de monde, plus il y a de compétition et plus faut partager les gains, etc. Donc parfois il faut aussi savoir prendre un marché que personne n'a encore vu. Mais ça c'est plus compliqué. Donc voilà. Après, comment est-ce qu'on valorise sa boîte? Je vous donnerai le deck. Ici il y a plusieurs méthodes, mais au final pour le early stage entrepreneur qui est en dessous de 1 million de $, c'est une recette magique. C'est whatever the market is going to accept. Right? Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des valuations avec des fichiers Excel, des forecasts, des discounted cash flow, tout ça. On peut. Mais la réalité, c'est que dans le very early stage, ça va être une mixture de toutes ces méthodologies-là. Et on va arriver à un montant qui est bon pour l'entrepreneur, bon pour les investisseurs, qui fit dans ce qu'il faut que ça nous donne en termes de X multiple pour rendre la boîte intéressante. Et ensuite, si tout le monde tombe d'accord, on signe les term sheets et on y va et on met l'argent. Donc, c'est vraiment une recette magique. On a déjà parlé à des banquiers, etc., pour essayer d'avoir des second thoughts. Ils nous ont confirmé early stage, moins d'1 million, et c'est plus ou moins ce que c'est. Par contre, plus tard, en effet, quand ils commencent à avoir des metrics, de la data, là, ça change tout. Et du coup, là, les banquiers rentrent dans la danse et ont des super méthodes pour valoriser les boîtes un peu plus avancées. Et après, tout ce que je dis, c'est une guideline. Donc, c'est pas une science exacte non plus. Donc, ici, on a où trouver les investisseurs à Boston. Donc, je vous donnerai la présentation, mais en gros, bostoninnovationguide.com. Ça, c'est une bonne adresse à savoir. Crunchbase, LinkedIn, Sales Navigator. Faites investisseurs Boston, ça va vous donner toute une liste. La clé, par contre, c'est de regarder leur thèse d'investissement. Qui investit en Afrique? Donc, je recommande vraiment aller dans toutes les conférences, tous les forums africains, investisseurs. C'est là qu'il faut aller. Il y a Samir Abdelkarim qui est en France, qui organise Startup BRICS africain.
Et ça, c'est par exemple une conférence à connaître et à aller. Les investisseurs, je vais vous passer, c'est un peu la mentalité, comment les trouver, etc. On a les gros investisseurs, les exécutifs, les corporates. Donc, trouvez tous les exécutifs africains de Conakry qui sont dans les grandes boîtes à l'étranger. Il y a de fortes chances qu'ils aient pas mal de salaire, pas mal d'argent, et que 5 000 ou 50 000 ou 100 000 dollars, ce ne soit pas forcément un gros montant pour eux. S'ils ont réussi à l'international, ça, c'est des business angels gros tickets parfaits pour les entrepreneurs à Conakry. Mais encore une fois, c'est comme tout. Quand vous attirez les investisseurs, c'est que c'est un commerce. Vous vendez une partie de votre boîte. C'est ça le produit. Et comme quand vous rentrez dans un magasin, il faut que ça soit excitant. Il faut qu'il y ait un peu de la musique, il faut que ça sente bon, etc. Comme dans un magasin, il faut que vous créiez une atmosphère, un écosystème, des événements, du réseautage où les gens, ils ont envie d'aller. Positif. Non? Donc voilà. Donc là, je passe ça. Qualifiez vos investisseurs, demandez-leur c'est quoi le track record, combien de fois vous avez investi lesquels. Mangez avec eux, prenez un dîner, apprenez à les connaître. Il y a des investisseurs qui peuvent être très machiavéliques. Ils rentrent dans votre boîte, ils vous donnent 10 000 euros, et puis ils mangent la boîte de l'intérieur, et puis ils font en sorte de s'occuper pour vous stresser. C'est ça. Donc là, je vais passer un peu. Donc, Ibrahima, tu as un peu de bruit de ton côté? Ah, c'est de mon côté, hein. Ok, vas-y, excuse-moi. Pas de souci. Donc, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les investisseurs, ils ont un choix. Right? Ils peuvent investir en vous, comme ils peuvent acheter du Dogecoin. Right? Comme ils peuvent acheter un appartement immobilier, un bateau, ou donner leur argent à une banque. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans une startup, on est en compétition avec d'autres produits financiers. Donc, si vous venez avec un business model et une startup qui est moins rentable qu'un placement immobilier, ça va être très dur de faire que quelqu'un investisse, sauf si vraiment la personne vous aime beaucoup et que l'idée est exceptionnellement géniale pour cette personne. Mais il faut toujours se dire, OK, est-ce qu'on est mieux que de laisser l'argent en banque ou est-ce qu'on est mieux même que de se payer un tour du monde? Alors, si un investisseur, il vous donne 80 000 dollars, il a le choix de s'acheter un yacht pendant 1 an et de faire le tour du monde. Donc, il faut toujours se dire, est-ce qu'on est mieux que ça et qu'est-ce qu'on leur offre comme expérience par rapport à ça? Ok, je passe. Ici, encore une référence que vous pourrez utiliser, c'est où est-ce qu'on trouve tous les investissements qui sont faits à Boston. Donc, c'est sur Boston, The View from Boston Inside Boston. Et donc, ici, c'est tous les mois, il y a une liste de tous les investissements qui ont été faits. Il y a à peu près 3,5 milliards. La bonne nouvelle, ladies and gentlemen, c'est qu'il y a de plus en plus d'investissements américains qui se fait à l'extérieur des US, en Inde, en Afrique également, et il y a pas mal d'investisseurs africains, j'en entends de plus en plus, d'ailleurs du Nigeria, c'est la première fois plusieurs fois que j'entends ça, qui sont intéressés d'investir dans des startups, donc je me renseignerai par rapport à ça également beaucoup. Après, il y a le gouvernement. Le gouvernement, il est là en général pour aider à démarrer. Il n'est pas là pour faire le venture capital, mais il aide à démarrer, à avoir ses premiers clients, avoir ses premières preuves, et ce qui permet ensuite d'aller tout de suite dans le privé, chez les investisseurs privés. Voilà, donc pour récupérer du financement du gouvernement, donc je ne sais pas s'il y a des gens du gouvernement au téléphone sur le Zoom aujourd'hui, mais il y a une recherche qui a été faite, en fait, une étude. Et en gros, il y a 3 choses principales qui ressortent dans les grosses levées de fonds pour le gouvernement. C'est pour nous défendre, pour éviter la guerre, c'est pour être les leaders et c'est pour economic return. On va faire l'argent, on va développer l'économie. Donc, essayez de toujours utiliser ces 3 leviers-là. Et dans le monde dans lequel on est, en fait, c'est ce qui se passe. Si l'économie se développe pas, du coup, on peut pas investir dans l'armée, on peut pas investir dans plein de choses, la défense, la sécurité dans la ville, etc. Du coup, on peut peut-être mourir. Donc là, c'est un bon argument. Le deuxième, c'est si on n'est pas leader, personne ne nous connaît, donc c'est ainsi de suite. On n'est pas vu comme bon, donc ça attire pas les bons. Et le troisième, c'est au final, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut que ça rapporte quelque chose, même pour le gouvernement. Le gouvernement, ils veulent des jobs, ils veulent des impôts, et ils veulent que l'écosystème fonctionne.
Alistair, et justement pour... il reste 8 minutes. Parfait, on va accélérer, on va finir. Donc, okay. Je vais finir sur ce slide. Au final, la clé du 10x thinking dans le business à Boston, c'est focus on the revenue. Go back to the essence of entrepreneurship. Qui est le client? C'est quoi la proposition de valeur? C'est quoi le revenu? C'est quoi le problème qu'on résout? C'est quoi le marketing qu'on met en place? Comment on réduit les coûts au maximum pour faire du profit? Increase your revenue. Si vous avez un business international qui génère du revenu, vous n'aurez aucun problème pour lever des fonds garantis. Voilà. Merci à tous et s'il y a des questions, on peut ouvrir aux questions pour les 7 minutes qui restent. Merci beaucoup et c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Avec questions. Vraiment, merci avec votre brillante présentation, mais j'aurais souhaité que vous reveniez un peu sur le programme Global Entrepreneurship qu'on doit lancer ensemble, vu que sont tous des parties prenantes, voir comment on peut les marketer ça. Ils ont déjà vu ce qui peut être là, mais si on développait sur le contenu, ce qu'ils ont à gagner en s'inscrivant au programme, ça va être très, très intéressant. Et certains partenaires institutionnels qui peuvent être sur la plateforme, ils peuvent nous accompagner, ils verront c'est quoi le rendu et ce à quoi les acteurs de l'écosystème, en l'occurrence les entrepreneurs, pourront ressembler après cette formation. Merci. Parfait. Donc du coup, en gros, le programme qu'on a, on a un programme de 3 mois dans lequel on commence avec vous. Donc on commence avec les entrepreneurs, quels sont vos besoins? En fonction des besoins, on configure un programme qui est standard et qui s'adapte en fonction de vos objectifs. Et ensuite, pendant 3 mois ou moins, on peut le configurer pour être moins également, on bosse ensemble pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et ensuite, on peut rajouter à ça une expédition, par exemple, à Boston. Donc, soit on le fait en digital, 100%, comme aujourd'hui, et puis on vous met plein d'experts américains en face de vous pour aider à faire cette expansion vers les US, trouver des opportunités, trouver des réseaux, trouver des investisseurs. Ou on peut le faire d'une façon différente au fur et à mesure que les frontières réouvrent, et c'est déjà le cas aux US, ça commence à réouvrir pas mal. On a eu un visiteur de Jordanie hier. Et donc, du coup, de venir pendant 1 mois, 1 semaine, 10 jours à Boston, et on peut faire ce programme, au lieu de le faire sur 3 mois, on le fait en 1 semaine, ensemble, à Boston. On vous fait visiter l'ensemble de l'écosystème, rencontrer des gens. On rend la délégation beaucoup plus visible de ce temps-là. Donc ça, c'est ce que j'ai, Ibrahima, par rapport à ça. Ok, merci. Donc, on va prendre 1 à 2 questions. S'il n'y a pas de questions, on va essayer de vous libérer vu que vous avez d'autres engagements ailleurs. Merci vraiment, Jacob, et merci, Alistair. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Ouais. Vous pouvez ouvrir vos micros et poser des questions. On va prendre on va prendre 3 questions et puis essayer de clôturer. D'accord, merci. Moi, j'avais une question au niveau de la valorisation des entreprises. Côté valorisation des entreprises, je pense que ça, c'est une question qu'on peut aborder en interne après. Parce que, la deuxième question au niveau de la valorisation, est-ce que le cadre juridique pourrait influencer? Le cadre juridique. Alors, ça, je pense que c'est en effet c'est une question évidente. Avec Ibrahima en direct. Oui, je pense que c'est une question, c'est une question qu'on pourra aborder. Si tu veux, on peut prendre note, partager avec Alistair après, si tu veux, sa version, quoi, en fait. Mais sinon, que les questions liées à l'évaluation, je pense qu'en interne, on peut aborder ça et on pourra apporter des réponses à ça. Les formes juridiques, déjà, la plupart de ces entreprises, c'est des sociétés. Maintenant, après, est-ce que notre écosystème peut intéresser certains investisseurs à venir investir? Est-ce que sur le plan, est-ce que ça les attire? Parce que là, il y a les aspects juridiques, parce qu'il y a un due diligence à faire, que ça soit juridique, que ça soit organisationnel, performance, tout ça, ça rentre dans le cadre du programme. Parce qu'on a la préparation à la levée de fonds. Pour en arriver là, c'est des questions qu'il faut régler, en fait. D'accord? Donc, ça serait très, très intéressant que vous vous inscrivez au programme. Et là, vous sortez quand même bien outillé et avec
très bonnes informations sur toutes ces questions. Il y a Gadasov qui est présent, je crois, qui veut poser aussi une question. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas, ma connexion ne m'a pas permis, mais je vais me rappeler plus tard. Ok. Gadasov, il faut qu'on aille vite là, on doit libérer le monsieur. Voilà, donc j'ai juste une question liée à cette expansion. Disons par exemple, Gadasoft qui est en Guinée aujourd'hui, si nous souhaitons participer à certaines appels d'offres, par exemple, qui s'est relancé vers les États-Unis où nous pouvons réellement participer, est-ce qu'il y a aujourd'hui, c'est une manière en tout cas d'être enregistré de ce côté-là sans vraiment y être physiquement? Alors en effet, on peut faire nous, on a commencé Innovo et le programme complètement digital. Donc avant même la pandémie, avant tout ça, on était toujours tout digital. Après, c'est vrai que si je pourrais imaginer une délégation physique, c'est toujours bien, toujours mieux sur le point de vue humain également. Mais nous, on peut opérer complètement du point de vue digital et faire les connexions aussi du point de vue digital. Ça répond ça, Pascal? Oui, en partie, mais je pense que comme on n'a pas beaucoup de temps, je poserai la question directement à Ibrahima qui pourrait peut-être vous la transmettre avec plus d'explications. Avec plaisir, avec plaisir. Parfait. Écoutez, s'il y a plus de questions. Alice, Gadasoft, c'est une start-up de notre programme d'accélération qui fait dans tout ce qui est sécurité IT. Je crois que suite à votre présentation, je pense qu'il veut un peu gratter sur le marché de Boston. Mais là, on verra après quelles sont les opportunités qui sont. On va prendre les questions, on va vous remonter. Comme ça, vous allez nous revenir avec des réponses beaucoup plus affinées pour chacun. Créer un formulaire. On vient de créer un formulaire que j'ai partagé dans la boîte. Essayez de remplir ce formulaire, nous retourner. Mettez toutes vos questions, vos attentes pour qu'on puisse au moins les recueillir et puis vous revenir avec des réponses détaillées. C'est ça. Et ce qu'on peut peut-être faire, Ibrahima, c'est ce qu'on fait en général. Pour ceux qui sont intéressés aujourd'hui, on fait un webinar 100% sans présentation. On fait juste échange, questions-réponses. Après qu'on ait revu les questions, c'est comme tu veux, Ibrahima, pas de souci. Hein. Ok, il n'y a pas de... Donc, sur ce, s'il n'y a pas de questions, on va essayer de libérer les gens. On est vendredi déjà, bientôt 17h. Voilà. Merci Alice. Pardon? Allô? Oui, posez. J'ai dit, après webinaire, quelles sont les prochaines étapes? On va vous revenir, en fait. Il y aura une communication pour ça. On va vous revenir pour le next step, ce qui aura lieu de fait. On vous tiendra informé. Vraiment, merci pour votre participation. Ibrahima, oui. Ce que je propose, c'est tous ceux qui sont intéressés justement d'avoir une prochaine étape et d'en savoir plus sur le programme, envoyez un email à Ibrahima et puis ensuite on part là-dessus. On peut organiser un webinar ou répondre à vos questions par email. Oui, juste une précision. La séance a été, je l'ai enregistrée, donc vous pouvez voir le replay après. Ok. Merci Jacob. Merci à tous. Enchanté, vraiment merci encore Trustees pour l'invitation et on se voit bientôt. Ok, merci à tout le monde. Merci. Merci.